Allez, on y va! On plonge direct dans cette analyse fascinante des fondements de la science de la complexité. C'est un changement de paradigme, mais alors absolument radical dans la façon dont on comprend la réalité aujourd'hui. Pendant super longtemps, on a cherché à décoder l'univers avec des règles simples, presque comme un mécanisme d'horloge. Mais en fait, la véritable nature de notre monde est tissée d'incertitudes, d'évolutions et d'interactions dynamiques ultra complexes. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est quand même un paradoxe complètement dingue, non? Réfléchissons-y une seconde. Ça met vraiment en lumière le contraste énorme entre notre maîtrise technologique moderne et notre vulnérabilité biologique la plus totale. C'est fou de se dire qu'on maîtrise une ingénierie de précision à une échelle presque atomique pour nos ordinateurs, et pourtant, un organisme microscopique, à peine plus grand, suffit à mettre la planète entière sur pause. Ça illustre parfaitement la différence fondamentale entre un objet inanimé et un agent qui évolue. Une puce de 3 nanomètres, ça contient 250 millions de transistors, qui obéissent au doigt à l'œil à nos commandes. Le virus, lui, n'encode qu'une cinquantaine de protéines. Sauf que, voilà, c'est un agent vivant. Il s'adapte à son environnement en pompant de l'énergie métabolique. Son comportement n'est pas dicté par un développeur informatique, mais par la logique implacable de la survie et de la reproduction. C'est un vrai rouleau compresseur. Ce qui nous amène à notre première grande idée, deux mondes radicalement différents. Le truc à retenir absolument, c'est que notre réalité est littéralement coupée en deux. D'un côté, on a ce qu'on va appeler le système A. Lui, il est régi par les lois de la physique classique. C'est simple, c'est fermé, c'est prévisible. De l'autre, on a le système B, qui lui est propulsé par l'information, l'adaptation et bien sûr les hasards de l'histoire. Un boulet de canon obéit aux mêmes lois de la gravité qu'un cerveau humain, c'est une évidence. Mais la physique à elle seule ne pourra jamais expliquer comment un cerveau formule des pensées ou comment une société s'organise. C'est un tout autre univers. Passons maintenant à la deuxième partie, les limites du réductionnisme. Parce que si on y regarde de plus près, on a devant nous un spectre absolument fascinant. Ça va des échelles de temps chimiques, qui sont ultra rapides, jusqu'aux échelles évolutives, qui, elles, s'étalent sur des millions d'années. On voit très bien comment des systèmes complexes émergent spontanément à partir de brisures de symétrie. On parle d'un environnement super basique qui crée des formes auto-organisées pour arriver finalement à des structures sophistiquées, comme le cerveau, capables de stocker de l'information pour survivre aux imprévus. Et c'est pour ça que décrire un organisme vivant, même une petite bactérie, comme un simple point matériel mécanique, eh bien ça n'a aucun sens. C'est inutile. Cette approche purement mathématique rate complètement la logique historique de l'adaptation. En clair, la biologie, ce n'est pas juste de la chimie en plus grand. Ça demande des principes d'investigation totalement distincts. Alors, comment on s'adapte? C'est l'objet de notre troisième partie, changer le paradigme scientifique. Pour vraiment capter l'ampleur de cette révolution, il faut comprendre qu'un nouveau paradigme demande de toutes nouvelles règles du jeu, ce que le philosophe Thomas Kuhn appelle une matrice disciplinaire. Et le truc, c'est que ces nouvelles règles sont souvent carrément incompatibles avec nos vieilles idées. On ne peut tout simplement pas résoudre les problèmes complexes du système B en utilisant les vieux outils prévisibles du système A. Ça ne marche pas comme ça. C'est exactement l'idée derrière ce qu'on appelle le cercle herméneutique de Wilhelm Dilthey. En gros, c'est l'éternel problème de la poule et de l'œuf. Pour analyser une structure complexe, on a besoin de comprendre ses parties. Mais pour comprendre ces parties, il faut déjà avoir une vision d'ensemble du tout. C'est la preuve que dans la complexité, le système global est infiniment plus grand que la simple somme de ses morceaux. Admettre la complexité, c'est donc accepter de jouer à de nouveaux jeux de langage. Comme le disait si bien le physicien Philip Anderson, plus c'est différent. Quand on accumule les éléments, ça crée de nouvelles propriétés émergentes. Et pour les comprendre, il nous faut des théories qui vont bien au-delà de la physique de base. C'est un changement de perspective vraiment monumental. Ce qui nous propulse logiquement vers notre quatrième partie, les 4 piliers de la complexité. Faisons un petit saut dans le temps. Tout s'accélère vraiment au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Des esprits brillants comme Carnot, Maxwell, Boltzmann et Gibbs ont posé les fondations absolues de ce nouveau monde. En étudiant de près les machines à vapeur, ils ont mis le doigt sur l'entropie et posé les principes de la causalité, de l'inefficacité et de cette fameuse flèche du temps qui fait que tout système finit inévitablement par vieillir et se désordonner. Mais attention, l'entropie n'a pas fait tout le boulot toute seule. Au-delà du simple désordre, il y a d'autres piliers majeurs qui ont émergé. L'évolution avec Darwin, la dynamique des systèmes avec Poincaré et les toutes premières fondations du calcul logique et de l'informatique. C'est ce quatuor gagnant qui a posé les bases historiques permettant de comprendre enfin les comportements intelligents, que ce soit chez une machine ou chez un être vivant. Et puis, le XXe siècle entre en scène. Ça a été un effort titanesque pour réunir ces 4 grands domaines qui semblaient complètement isolés. On a fusionné l'évolution, la dynamique, la mécanique statistique et le calcul logique.
Le résultat? Une vraie théorie unifiée pour expliquer le comportement des machines adaptatives qui fonctionnent loin de l'équilibre parfait. C'est la naissance même de la science de la complexité. Et enfin, voyons où tout ça nous mène avec notre 5e et dernière partie, l'avenir des systèmes complexes. Car il faut bien se le dire, comprendre ces dynamiques émergentes, ce n'est pas juste un petit exercice intellectuel pour briller dans les salons, c'est littéralement une question de survie. Qu'on parle de combattre un virus qui mute sans cesse, de modéliser le chaos climatique ou de gérer les turbulences de l'économie mondiale, on est en plein dans les problématiques du système B. Et c'est clair, ces défis vitaux échapperont toujours à nos bonnes vieilles méthodes de calcul classiques. Alors, pour conclure cette analyse sur une note qui fait réfléchir, quand on observe le monde actuel avec tous ces défis colossaux, une question s'impose de toute urgence. Est-ce qu'on peut encore espérer trouver des solutions durables en s'accrochant à nos vieux schémas de pensée mécaniques et hyper prévisibles? Ou est-ce qu'il ne serait pas grand temps d'embrasser pleinement les règles imprévisibles et auto-organisées de la complexité? Une chose est sûre, la véritable mécanique de notre réalité est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets.